Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Daphne. Je m'appelle Sophie et aujourd'hui on est ravis avec Paul d'accueillir un entrepreneur qui a récemment rejoint le portefeuille de Daphne. Salut Paul. Hello Sophie. Cet entrepreneur place le bien-être au cœur de l'innovation digitale. Stanislas Marchand, bienvenue à notre micro. Salut Sophie, salut Paul. Hello. Merci d'être ici pour raconter ton histoire, celle de Rokapin. Donc Stanislas, tu es le cofondateur de Rokapin, un éditeur d'applications mobiles nouvelle génération dédié au bien-être. C'est juste jusqu'ici. Ouais, tout à fait. Votre ambition avec l'équipe, c'est d'utiliser la tech pour créer des expériences qui apaisent, recentrent et nous aident à mieux vivre au quotidien. Mais peut-être avant de parler dans Rokapin et de ce que vous êtes en train de construire, on aimerait savoir qui tu es toi, Stan, d'où tu viens, quelles sont tes passions et quand tu étais petit, tu étais plutôt geek, philosophe, littéraire. Eh bien, donc je m'appelle Stan, j'ai 32 ans, je suis parisien d'origine, je suis le papa d'une petite fille de 9 mois et quand j'étais petit, j'étais, on va dire, plutôt philosophe parmi les 3 propositions que tu m'as faites. Sportif ? Pas tant que ça. Je fais un peu de tennis et j'aime beaucoup tout ce qui est sport de glisse, le ski, le kitesurf, etc. Mais Quand même un peu sportif. Un petit peu sportif. Tu es passé chez Vaudou, si j'ai bien fait mes recherches. Tu peux nous parler un peu de cette expérience qui, j'imagine, est clé par rapport à ce que vous faites aujourd'hui chez Rokapin ? Ouais, donc Voodoo, c'est un éditeur de jeux mobiles. Donc historiquement, c'est eux qui ont inventé les jeux hyper casual. Donc c'est des petits jeux très simples de running ou des petits puzzles très simples avec des sessions qui durent 30 secondes à 1 minute et qui sont monétisées par des publicités. Le modèle, en fait, c'est de faire des jeux qu'on montre aux utilisateurs sur des publicités. L'utilisateur voit la pub, ça lui plaît, il télécharge le jeu, il joue pendant quelques jours et tout en jouant, il va regarder un certain nombre de publicités. C'est ça le business model de Voodoo. Donc Voodoo a inventé ça en 2016 et plus récemment, ils ont pivoté sur un nouveau type de jeu qui est plutôt ce qu'on appelle des jeux casual, donc plus proche d'un Candy Crush ou d'un Royal Match. Qui sont soit des jeux de puzzle, soit des jeux de battle. Et la différence avec les jeux hyper casual, c'est que c'est des jeux qui sont plutôt monétisés par des achats dans l'application que par des publicités. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas et comment t'es arrivé chez Voodoo ? Alors, ce que je faisais là-bas, moi, quand je suis arrivé, je travaillais dans l'équipe publishing. Donc, c'est l'équipe qui travaille avec des studios partenaires qui développent les jeux. Donc, il faut savoir ce qui est innovant dans le modèle de Voodoo. Ça a été aussi d'inventer ce modèle publisher qui consiste à avoir un acteur qui est un éditeur, un peu comme un éditeur de bouquins, en fait, qui accompagnerait des auteurs, qui les aiderait à relire leurs copies et à avoir le livre qui soit le plus impactant pour le lecteur. Donc, ce que fait Voodoo, c'est qu'il développe des jeux, mais il accompagne aussi des partenaires externes qui développent leurs jeux, de l'idéation jusqu'au scale pour que ce soit un succès. Et donc moi, je travaillais au début dans l'équipe qui encadre ces studios, qui les coach au quotidien pour essayer de faire le meilleur prototype possible déjà et ensuite le transformer en succès une fois qu'on le lance. Et après, au fur et à mesure de mon expérience chez Voodoo, j'ai un petit peu changé de travail. Et à la fin, en fait, j'encadrais les studios qui développent des jeux en interne. On avait une vingtaine de studios qui travaillaient sur des jeux et qui sortaient en moyenne 2 à 3 jeux par mois chacun. Et le portefeuille de partenaires externes, donc Voodoo travaillait en tout cas à l'époque avec 150 partenaires. Et du coup, tu fais tes armes chez Voodoo. Et pourquoi tu décides de partir de Voodoo pour monter Rokapin, et pourquoi t'es pas resté chez Voodoo ou parti ailleurs ? La flamme entrepreneuriale, elle vient d'où ? Ouais, alors il y a un peu de flamme entrepreneuriale, il y a un petit peu de recherche de sens aussi, parce qu'il faut savoir que donc Voodoo, c'est des jeux. Jouer, c'est un besoin universel et il n'y a pas de mal en soi. En revanche, c'est pas forcément des jeux qui vont t'élever, qui vont t'apprendre quelque chose ou qui vont faire que tu es content d'avoir passé 1 heure sur ton téléphone à scroller sur ces jeux. Donc je pense qu'il y avait un petit peu dans le fond de ce que je fais, c'est sympa, c'est une super boîte qui est très dynamique, qui est capable de construire un modèle qui marche, mais en revanche, l'impact de tout ça, il n'est pas forcément très positif. Donc je pense que ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'était aussi la fibre entrepreneuriale, d'avoir envie de monter un projet après avoir participé à une aventure qui était plus entrepreneuriale, parce que c'est aujourd'hui une grosse boîte Voodoo, donc de créer un projet de zéro. Et donc,
Au départ, ça part de cette intuition de j'aimerais faire quelque chose qui a un peu plus de sens et j'aimerais monter un projet. Et ensuite, avec un de mes associés, on a réfléchi à un certain nombre de projets. On a pesé les pour et les contre de différents modèles et choses qu'on pourrait créer, souvent un petit peu en lien avec mon expérience, parce que c'était naturellement les intuitions que j'avais et le fait de travailler dans un écosystème, ça te permet de creuser des sujets. J'aurais pu entreprendre dans un autre secteur, mais en fait, t'as simplement pas le temps d'aller creuser des sujets dans la logistique ou dans le tourisme, qui sont des secteurs qui n'ont rien à voir avec ce que je fais au quotidien. Et c'est comme ça qu'on est arrivé sur l'idée de créer un éditeur d'applications de bien-être. Et donc, tu as rencontré tes associés et vous vous êtes dit, on va faire quelque chose ensemble, et l'idée du bien-être de Rocapine est née, ou vous aviez l'idée et ensuite tu as cherché tes associés? Plutôt option 1 si... Alors, option 1 pour un des associés et option 2 pour le deuxième. Donc, le premier associé, c'est Jean-Gabriel, qui lui travaillait dans un fonds de venture capital et qui est un de mes meilleurs amis depuis 10 ans. Et ça fait longtemps qu'on se disait que si on se lançait dans une aventure entrepreneuriale, on le ferait probablement ensemble, sans savoir sur quoi et quand. Donc, avec lui, ça s'est fait un petit peu naturellement et on avait tous les deux à ce moment-là envie de quelque chose de différent. Et le deuxième associé, au contraire, en fait, on était arrivé sur une idée de projet avec Jean-Gabriel et on s'est rendu compte que dans l'équipe fondatrice, il nous manquait une compétence clé qui est la tech, sachant que notre modèle repose essentiellement sur la tech, et donc c'était pas la moindre compétence. Et à ce moment-là, on a rencontré plein de personnes qui avaient un profil potentiel à la fois de CTO, mais aussi de cofondateur, parce qu'on voulait vraiment quelqu'un qui ait du skin in the game et qui se donne à fond sur le projet comme nous pour que ça réussisse. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Samy, qui lui avait travaillé chez Theodo Apps. Donc il avait historiquement la compétence de développement d'applications, mais il était aussi full stack parce qu'il avait été CTO d'une startup dans la fintech. Et l'impact, du coup, tu t'en parlais, tu avais besoin de créer un impact positif dans ta prochaine expérience. C'est le bien-être qui est venu assez naturellement, ou il y a d'autres sujets que vous avez creusé un peu? Ouais, alors on a regardé différents sujets, on a regardé l'éducation, on a regardé assez vite le bien-être, parce que c'est vrai que je pense que j'avais déjà un petit peu une intuition qu'il y avait quelque chose à faire dans ce secteur-là. Je pense que c'est les deux gros sujets qu'on a regardés. Après, on a regardé des business models qui sont très différents également, mais qu'on n'a pas creusé pendant très longtemps. Et le bien-être, en fait, il y a autant une dynamique d'impact de travailler sur un secteur où, en fait, le téléphone, tout le monde l'a à portée de main. Les gens passent plus d'une heure sur leur téléphone, et encore une heure, je suis gentil, par jour. Et on l'utilise essentiellement pour faire des trucs qui n'ont pas forcément un impact positif sur toi et sur ton bien-être et sur ton corps. Et donc la réponse un petit peu évidente, c'est qu'il existe aussi des applications qui t'impactent positivement. Et après, il y a aussi un aspect d'analyse de marché. Moi, je suis aussi un ancien consultant en stratégie avant de rejoindre Voodoo. Et donc, en analysant le marché, on se rendait compte aussi qu'il y avait une opportunité spécifique à ce marché, notamment parce que c'est un marché où les leaders du secteur, c'est les mêmes depuis 10-15 ans. Ils ont peu innové. On voit bien que sur leurs applications, donc je parle des BetterMe, Calm, Headspace, Flow dans une moindre mesure, qui sont vraiment les gros leaders de ce secteur. Et c'est des applications qui s'adressent à leur base d'utilisateurs historiques, qui sont plutôt des gens aujourd'hui relativement âgés. Donc on parle de gens qui ont plus de 45 ans. Et c'est des gens qui, assez logiquement, on peut innover sur leurs produits, parce que quand on a un produit qui marche, on ne va pas le chambouler du jour au lendemain. Or, quand on regardait le marché des applications de wellness, c'est un marché qui aujourd'hui fait 10 milliards de dollars dans le monde, donc c'est conséquent. Mais il y a 150 ou 200 millions d'utilisateurs actifs mensuels de ces applications, dans un monde où 2,5 milliards de personnes ont un smartphone et l'utilisent déjà pour traquer leurs données de santé avec Apple Santé, Google Santé, etc. Donc on voyait bien qu'il y avait un mismatch et une opportunité de marché, parce que ce marché, qui est déjà d'une taille conséquente, il allait croître très fortement le jour où on trouvait les offres qui conviennent aux nouvelles générations, donc qui sont plutôt les millennials et la Gen Z, qui aujourd'hui, dans leur immense majorité, n'utilisent pas ces applications parce qu'elles n'ont pas forcément innové, quoi. Et concrètement, si tu devais expliquer ce que fait Rocapine et pourquoi Rocapine est un bon modèle à ta grand-mère, tu l'expliquerais comment ?
Alors, j'utilise la métaphore de l'éditeur de livres, qui est assez simple à comprendre et qui parle à tout le monde. Et donc, en fait, on est un éditeur d'applications de bien-être. Et donc, on crée des applications qui apportent des solutions de bien-être aux gens. Et on accompagne aussi des studios indépendants pour les aider à créer le meilleur produit possible et les aider à le monétiser et à le distribuer à tout un chacun dans le monde entier. Mais sauf que là où la métaphore du livre s'arrête, c'est qu'une maison d'édition va te financer l'impression de ton livre et va connaître les réseaux de distribution et les librairies sur lesquelles tu peux distribuer. Là où aujourd'hui, quelqu'un qui a déjà la compétence tech, finalement, c'est lui qui imprime directement son app et peut le publier sur les App Store et Google Store de lui-même. Ouais, alors sortir une application sur les stores, c'est pas très difficile et c'est loin d'être la chose la plus difficile dans notre modèle. Ce qui est difficile, c'est de trouver un équilibre et de relever tous les challenges pour faire une application qui a un succès. Il y a un premier challenge qui est faire un bon produit. Donc déjà, il faut construire un produit qui marche, qui répond aux besoins de l'utilisateur et qui soit très bien exécuté pour que l'utilisateur soit satisfait. Il y a un deuxième challenge qui est aussi très différent du premier, qui est je peux avoir un très bon produit mais ne pas savoir le monétiser. Parce que bien monétiser un produit, ça demande aussi une compétence qui repose aussi sur des leviers psychologiques de l'utilisateur, savoir le préparer psychologiquement à se dire j'ai vu une publicité pour cette application de nutrition, j'ai envie de faire un régime et de traquer mes calories. Cette application, c'est la solution à mon problème et je suis prêt aujourd'hui à m'abonner pour l'utiliser dans les 2 prochains mois pour entamer mon régime. Et donc, il y a tout un savoir-faire aussi dans notre modèle qui est de se dire on veut que les gens utilisent nos applications, mais on veut aussi qu'ils s'abonnent parce qu'on est un modèle commercial. Ça, c'est le deuxième challenge. Le troisième challenge, c'est la distribution. Donc, là, comme un éditeur de livres qui, lui, aurait son réseau de partenaires, de librairies indépendantes et de grosses librairies qui vont distribuer son livre et en faire la promotion. Nous, on est un modèle qui repose sur du performance marketing. Donc, pour faire simple, c'est faire des publicités sur Internet et sur les réseaux sociaux pour nos applications. Et pour ça, il y a 2 savoir-faire. Donc, ça, c'est le challenge 3 et 4 qui sont... comment je les distribue, sur quels réseaux sociaux, avec quel type de campagne, comment je les optimise, etc. Et ça, c'est un savoir-faire à part entière et qui est extrêmement complexe et sur lequel butent souvent beaucoup de studios indépendants et même de gros acteurs du marché. Et le dernier, c'est on a un bon produit, on sait le monétiser, on sait faire des campagnes sur les réseaux sociaux, mais si tu veux convaincre un utilisateur qui ne connaît pas ton application que c'est la bonne solution pour lui, il faut aussi savoir raconter l'histoire. Et donc raconter l'histoire, c'est faire des publicités qui sont souvent des vidéos qu'on monte ou alors des créateurs indépendants qu'on a enregistrés qui racontent l'histoire de l'application, qui se montrent en train de l'utiliser, qui racontent l'impact que ça a eu, etc. Et ça, c'est aussi un savoir-faire à part entière. Donc il y a tous ces challenges à relever qui sont une montagne à gravir pour un studio indépendant, mais aussi pour des gros acteurs qui sont bien financés. Et en plus de ça, il faut rajouter un critère qui est clé, qui est le product market fit. Tu peux avoir relevé ces 4 challenges, mais simplement ne pas avoir un produit qui répond à un segment d'utilisateurs assez important pour qu'il fonctionne, ou tout simplement, tu peux aussi avoir un produit qui répond à des besoins, mais sur un marché qui est saturé parce qu'en face, tu as un acteur, tu as un Better Me qui a un meilleur produit que toi, qui le monétise mieux et tout simplement qui va capturer les utilisateurs avant que toi, tu arrives à leur montrer ton produit. Et donc, pour chaque app que vous développez, qui sont dans le bien-être, mais qui peuvent être sur des secteurs très différents, on en parlera après, il faut que tu targetes les bonnes personnes, que tu fasses le bon contenu avec les bons influenceurs, ce genre de choses. Donc, c'est à chaque fois réinventer un peu la roue, finalement. Ouais, c'est réinventer la roue. Donc, en fait, ce qui est très important dans notre modèle, c'est d'arriver à construire le playbook de ce qui a marché, de comprendre qu'est-ce qui a marché et pourquoi, et de le répliquer sur les nouveaux projets. Et heureusement, on ne fait pas face à tous ces challenges en même temps. Donc, nous, dans notre modèle, on scinde un peu les phases de l'application entre la phase de prototypage. Donc, je construis un produit et je vais valider très vite s'il y a product market fit ou pas. La phase d'itération qui consiste à faire en sorte que les gens utilisent effectivement l'application, restent sur l'application après l'avoir téléchargée, etc. Donc, en rajoutant de la profondeur. La phase de lancement où, tout en améliorant le produit,
on va commencer à développer le marketing, donc développer plein de supports créatifs pour essayer de raconter au mieux l'histoire du produit, la tester sur Facebook, la tester sur TikTok, etc. Et ensuite, il y a la phase de scale qu'on commence tout juste à aborder avec une de nos apps qui consiste à amener ce produit à des millions de personnes et en faire un hit durable. Et pour ça, il faut que nos utilisateurs soient prêts à utiliser l'application pendant des années, donc elle réponde à leurs besoins durablement. Mais pardon. Et donc, plus tu travailles avec différentes applications, plus tu vas apprendre, plus tu vas écrire ton playbook et plus tu vas être performant pour les applications à venir. Exactement, il y a des synergies en fait de faire du volume dans notre modèle parce qu'on va collecter un certain nombre d'apprentissages et on va pouvoir le répliquer. Et c'est en fait une des raisons pour lesquelles nous, on a décidé de se verticaliser sur les apps de bien-être, au-delà de l'impact positif sur les gens. Le deuxième aspect, c'est que tous nos apprentissages, qu'ils soient d'un point de vue produit ou d'un point de vue marketing, ils vont être très réplicables sur notre portefeuille. Et on avait vu que sur le marché, les quelques acteurs qui avaient plusieurs applications dans le domaine, une fois qu'ils avaient un succès, ils allaient reproduire beaucoup plus facilement un succès sur une autre application dans le domaine. Et donc tout le rationnel, c'était de se dire, nous, on va faire encore beaucoup plus de volume, donc on va acquérir beaucoup plus de learning, et on va pouvoir le partager à tous nos partenaires pour qu'ensemble, on soit plus fort. Il y a un aspect très important quand tu lances une startup, c'est le time to market. Est-ce que tu penses que le modèle Rokapin appliqué à la santé, au bien-être en règle générale, était faisable et en tout cas aussi efficace avant les apparitions des IA génératrices? Probablement pas. Je pense qu'il y avait des gens qui avaient essayé des modèles qui ressemblaient un peu et que ça n'avait pas marché à l'époque pour une raison très simple, c'est que contrairement à d'autres segments du marché ou au gaming, où pour le coup le modèle d'éditeur, de publisher est très répandu, dans le monde des applications de bien-être, il y a une barrière à l'entrée qui est un petit peu évidente, qui est que faire une application de yoga, il faut déjà avoir des cours de yoga de bonne qualité que les utilisateurs vont suivre et pour lesquels ils vont être satisfaits. Ça, c'est la première barrière. Et la deuxième barrière, c'est que c'est aussi souvent des applications qui reposent sur une tech qu'il fallait développer. Et ça prenait parfois beaucoup de temps. Faire une application de nutrition il y a quelques années, c'était 2 ans de recherche pour avoir l'engine que tu allais utiliser pour, à partir d'une photo, reconnaître tes aliments dans ton assiette. Ou faire une application comme Opal. Je sais que quand ils l'ont lancé il y a quelques années, ils ont passé 1 an et demi à développer la solution qui allait bloquer tes applications après un certain temps d'utilisation. Et maintenant, ça, c'est disponible en API avec Apple. Donc, en fait, on a aussi un time to market un petit peu idéal qui est que l'arrivée des IA génératrices et aussi beaucoup d'innovations non-IA qui sont arrivées sur le marché nous ont facilité le chemin. Et nous, l'idée de départ, c'était de se dire, aujourd'hui, sortir une application de bien-être, c'est 6 à 9 mois de développement et plus de 100 000 euros de budget. Et maintenant, ou demain, en tout cas avec notre modèle où on essaie d'être le plus agile possible, on va pouvoir sortir une application de bien-être de bonne qualité et monétisée en 1 mois pour 10 000 euros de budget. Et donc, on a évoqué les apps sans jamais vraiment les nommer. Peut-être que tu peux nous parler, tu as évoqué le yoga aussi, des top 3 des apps que vous avez lancées. Ouais, alors peut-être déjà pour mettre quelques chiffres. Donc nous, on est sur un métier où on essaie de faire un maximum de volume et on fait du prototypage rapide. Donc en fait, on va sortir quasiment 2 applications par mois avec notre équipe interne et on va en tester en externe des applications souvent déjà existantes avec des partenaires. Donc on a testé 80 applications depuis la création de Rokapin. Il y a 1 an. Ouais, exactement, ça fait 1 an hier. Joyeux anniversaire. Merci. Et on en a lancé, c'est-à-dire qu'on a des campagnes marketing qui tournent et on essaye de maximiser le succès, 8 à date. Et sur ces 8, on va dire qu'il y en a 4 qui sont sur la bonne voie d'être un gros succès. La plus grosse, c'est une application qu'on a développée en interne avec nos équipes, qui s'appelle Harmony et qui est une application de bien-être pendant les cycles féminins. Donc c'est sur le même marché qu'une application comme Flow ou Clou, mais avec un twist qui est qu'on n'est pas uniquement sur le suivi des dates de règles et d'ovulation, mais de comprendre qu'un cycle féminin, c'est 4 phases avec un impact hormonal, d'expliquer quel est cet impact hormonal et de faire des recommandations de bien-être en fonction de tout ce qui se passe dans le corps de l'utilisatrice pendant ce cycle. Donc ça, c'est la première qu'on a lancée et aujourd'hui la plus grosse, puisqu'on a
dépassé, je crois, 200 000 utilisatrices sur l'application et on fait un niveau de revenu assez conséquent. Et ensuite, on en a 3 autres qui sont des applications qui ont été faites par des partenaires, donc des applications en publishing, en édition. Une qui est une application de jeu d'entraînement du cerveau à destination des gens qui ont des troubles et des déficits de l'attention. Donc c'est souvent des jeux de mémoire, etc. Une application qui est une application de running. Elles ont des noms, ces applications? Ouais, si tu veux qu'on les télécharge. Alors, donc, la première s'appelait Harmony. Celle de jeu pour l'éducation du cerveau s'appelle Propel. La suivante, c'est une application de running qui va te créer ton plan pour te mettre à courir et à destination des gens qui utilisent des tapis de course. Donc à la fois, tu vas avoir ton plan pour courir et tu vas avoir ton player pendant que tu cours avec de la musique, etc. Cette application s'appelle Push Training. Donc c'est un partenaire américain qui l'a développée. Et la dernière, c'est une application qui s'appelle Stash Cook, qui est disponible sur iOS et sur Android et qui pour l'instant est plutôt un succès sur Android, qui te permettent de stacher tes recettes de cuisine d'un peu partout, que ce soit sur tes réseaux sociaux, sur le web, etc. Ensuite, de les avoir dans l'application, de préparer ton cookbook, d'avoir des recommandations en nutrition dans l'application et de faire ta liste de courses. Et concrètement, tu sais que tu as un dîner samedi, tu as trouvé une recette pour 4 personnes, tu peux l'ajuster pour 8 personnes, tu vas avoir des recommandations pour l'améliorer en utilisant de l'intelligence artificielle, etc. Et donc ça veut dire que 80 applications testées depuis un an, 4 en phase de lancement. Donc pour l'instant, vous êtes à 5% de taux de succès, en tout cas, de funnel. Ouais, c'est ça. Alors, on est du coup à 10% de lancement, puisqu'on en a 8-5% en bonne voie d'être un succès, d'être un hit, comme on dit dans notre jargon, et 20 à 30% sur lesquels on itère, à savoir qu'après un ou deux premiers tests, on voit qu'il y a des indicateurs intéressants, que ce soit en termes de coût marketing, donc d'acquisition de l'utilisateur, ou en termes d'engagement dans l'application, de pourcentage de personnes qui vont s'abonner à la période d'essai, par exemple, et donc sur lesquels on itère pour essayer d'améliorer le contenu et d'améliorer tout ce qui peut l'être dans le funnel pour que l'application soit un succès. Et actuellement, avec notre équipe interne, on a 2-3 applications assez prometteuses qu'on espère lancer dans les prochains mois quand on aura atteint nos objectifs de lancement. Et comment tu rassures, parce que ton premier modèle, c'est quand même d'être éditeur de livres, pas écrivain, et tu as quand même une équipe en interne. Comment tu rassures tes partenaires en leur disant que tu vas pas aller leur voler l'idée si l'idée est bonne ou comment tu arrives à avoir cette dichotomie entre faire en interne et travailler avec des partenaires? Oui, alors déjà, on a des contrats d'édition avec nos partenaires qui vont dire clairement que si on lance une application avec eux, on ne va pas la copier. On peut faire évidemment d'autres applications dans le même secteur, puisque dans le secteur de la bien-être, il y a un nombre de verticales qui est limité. Donc, on ne va pas se limiter à une application de nutrition, une application de santé mentale, etc. Mais on ne les copiera pas et légalement, on s'engage à évidemment ne pas les copier. Et c'est plus un argument commercial d'avoir un studio en interne qu'autre chose pour les partenaires, parce qu'ils voient que ce qu'on recommande, on l'applique et on a des résultats. Donc le fait que notre plus grosse application, on l'ait développée en interne, c'est aussi quelque chose qui fait qu'on commence à avoir pas mal de studios qui viennent à nous, qui ont vu le succès d'Harmony sur les stores et qui veulent qu'on leur partage notre expérience pour pouvoir le reproduire sur leur application. Donc je dirais que c'est parfois une question, évidemment, d'un studio qui va dire mais vous avez des applications proches, est-ce que vous risquez pas de me copier? Mais c'est aussi un gros argument en faveur de travailler avec Rokapin, parce que ça veut juste dire qu'on a plus d'expertise et que ce qu'on fait et ce qu'on dit, on se l'applique. Donc on y croit et on le confronte au réel, quoi. Tu peux nous teaser un peu sur les applications sur lesquelles vous bossez en ce moment, où c'est confidentiel? Non, bien sûr, je peux vous teaser. De toute façon, c'est un marché où tout le monde s'espionne, donc il n'y a pas de confidentialité. Les concurrents vont aller sur notre portefeuille sur Apple pour voir ce qu'on teste. Mais donc là, on vient de sortir une application de yoga prénatal, postnatal, qu'on a fait en partenariat avec une créatrice qui a un studio de yoga sur Internet qui est assez connu en France. Et donc le constat de marché, c'était qu'il n'y a pas aujourd'hui d'application de qualité qui s'adresse aux femmes qui sont enceintes ou qui sont en postpartum. Et il y a un besoin, ma femme l'a expérimenté elle-même,
de se remettre doucement au yoga ou alors de se préparer à l'accouchement. Donc ça, c'est une application qu'on vient de sortir. Elle s'appelle Eve et je vous encourage à la regarder. Elle est disponible sur le compte Rocapine sur les stores. On a une autre application qui est assez prometteuse, qu'on a sortie assez récemment, qui est une application de productivité qui va t'aider en fonction de ton macro-objectif. Par exemple, si tu veux te marier ou si tu veux apprendre l'italien, à décomposer ta to-do, à l'étaler dans le temps, à gérer ton calendrier, à prioriser tes actions sur une matrice d'Eisenhower, donc qu'est-ce qui est urgent, important, pas urgent, mais important, etc. Et au quotidien, à gérer aussi tes petites tâches. Donc si c'est pas je veux apprendre l'italien, mais c'est plutôt je dois préparer mon dîner pour ce soir, on va aussi décomposer tes actions pour que tu sois plus productif. Et vos apps, elles sont disponibles en version web app aussi? Alors nos apps sont pas disponibles en version web app. Tout simplement parce que les progressive web apps sur Apple, ça n'existait plus jusqu'à récemment, donc on pouvait plus les faire. Et ensuite parce qu'on est effectivement sur un modèle qui est vraiment mobile en premier, ça pourrait être une évolution, par exemple sur Harmony, d'en faire une version web si on s'aperçoit que les utilisatrices le demandent, peut-être sur une application de fitness. Mais en tout cas, on commence toujours par l'application mobile et on itère dessus jusqu'à ce que ça marche. Et si ça marche, éventuellement, on peut le distribuer sur d'autres canaux. Et ton modèle, toi, dans ta vision de Rocapine, c'est d'avoir 20 apps qui fonctionnent bien, qui font 10 millions de revenus, ou c'est d'avoir une app qui fait 100 millions de revenus? C'est d'avoir 3 apps qui font plus de 100 millions de revenus. Nous, effectivement, on teste beaucoup de volume, mais c'est pour se focaliser sur les quelques apps qu'on va réussir à construire qui vont devenir les leaders du secteur. Et donc, si on fait tout ça, c'est pour trouver celles qui vont venir challenger le top 20 et qui feront plus de 100 millions de revenus. Et on aura évidemment plus que 3 applications qui sont profitables, qu'on peut trouver sur les stores et qui sont des produits de bonne qualité et sur lesquels on travaille en continu. Donc peut-être qu'on en aura à terme une vingtaine qui ont une base d'utilisateurs conséquente et qui l'utilisent régulièrement, mais je pense qu'on en aura plus raisonnablement 3 ou 4 très grosses qui pourront faire plus de 100 millions de chiffre d'affaires, voire plus de 500 millions. Votre vision à 5-10 ans de Rocapine, du coup, c'est ça, tu viens d'y répondre. 3 grosses apps. Alors c'est ça sur le secteur du bien-être. Ensuite, je pense qu'à horizon quelques années, on pourra aussi répliquer le modèle, par exemple sur le secteur de l'éducation, où il y a une demande, un marché qui est gigantesque et beaucoup de synergie avec notre modèle. Donc ensuite, on pourra le répliquer éventuellement sur d'autres verticales sur lesquelles ça fait du sens. Mais c'est de construire des leaders du monde du bien-être, utilisés par des millions de personnes partout dans le monde. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit sur Rocapine? Beaucoup de choses. En ce moment, c'est scaler la distribution de nos apps. Donc, comment est-ce qu'on va réussir à être encore plus performant sur la distribution en testant des nouveaux canaux de distribution, en testant des campagnes un peu différentes. Donc, c'est souvent des sujets assez techniques. En ce moment, c'est ça. Il y a des moments où c'est plutôt comment je vais répondre à un besoin qui n'est pas satisfait sur le marché. Donc, quand je suis plutôt en phase d'idéation de trouver un nouveau produit. On a toujours des sujets qui nous empêchent de dormir, mais heureusement, je suis plutôt un bon dormeur. Donc, c'est comme ça que je m'en sors. Et on parle d'application depuis le début. Quelle est l'application préférée que tu as dans ton téléphone aujourd'hui ? Harmony. Donc alors ça peut pas être vrai puisque je peux effectivement pas l'utiliser. C'est une bonne question. Moi, j'utilise beaucoup Opal, qui est une application de limitation de temps d'écran. J'ai, comme beaucoup de gens, une tendance à scroller sur les réseaux sociaux que j'essaie de combattre pour plutôt passer du temps avec ma famille et avec mes amis. C'est ton moyen de déconnecter. Donc, Opal. Voilà, passer 30 minutes de réseaux sociaux par jour, ça bloque toutes ces applications et ça me permet de faire des choses un peu plus positives de ma journée. Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer ? Peut-être que vous recrutez, peut-être que vous avez des besoins. Oui, alors on a toujours des besoins. Déjà, nous, on travaille avec pas mal de partenaires qui sont des gens qui développent des applications. Donc la première chose, c'est si vous avez des applications mobiles, même si vous n'envisagez pas forcément un partenariat, je serais ravi d'échanger, ne serait-ce que pour partager tous les apprentissages qu'on a eus dans le secteur en termes de produits, en termes de marketing. Et en termes de recrutement, pareil, on est toujours opportuniste si on trouve quelqu'un dont Rocapine est la passion et qui va pouvoir nous apporter quelque chose aussi. Donc je suis toujours ouvert à la discussion. Super, merci Stan. Merci Stan. Paul. Merci beaucoup. Et merci à vous les auditeurs d'être restés jusqu'au bout. Et on vous dit à très vite.